Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Bonjour et bienvenue sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous êtes dans le DaFresh Morning. Ce matin, on reçoit monsieur Arnaud Calixte Nganji. Il est porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Avec lui, nous allons débattre de son programme, ses actes, ses initiatives, mais surtout sa vision pour l'avenir du Gabon. Monsieur Arnaud Nganji, bonjour. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Alors, comment vous êtes arrivé dans ce mouvement, si on peut dire? C'est quel mouvement? Le mouvement qui conduit... Non, c'est un chemin, j'ai envie de dire, naturel pour moi. Quand on connaît un peu mon passé politique, je vais dire que le 27 juillet 2023, je démissionnais du PDG. Et même si on n'en a pas discuté avec qui que ce soit, à la fin du mois, j'avais quitté le Gabon avec femme et enfants. J'étais sur le point de m'exiler. J'ai vendu 2-3 biens et j'essayais de m'installer ailleurs. Donc on s'est retrouvé à Reims, en France, au moment où il y a eu le coup de libération. Donc, la partie qui m'a le plus touché, c'est que le vendredi matin, j'ai vu 3 appels en absence du président de la transition, président de la République, aujourd'hui candidat. Et ça, c'était pour moi tout ce qu'il suffisait à m'apporter pour que je m'engage. Parce que nous qui étions sur le point de quitter le pays parce qu'on en avait un peu marre de ce qui se faisait, le coup de l'air... Est-ce que c'est vrai que vous en avez marre ou bien c'était vos intérêts qui n'étaient plus garantis, vos intérêts personnels? Mais moi, j'ai démissionné du gouvernement. Donc, dans un monde où être ministre peut apparaître comme la panacée ou le sommet de la vie politique de quelqu'un, ma démission montre bien que je ne suis pas attaché à ce type d'intérêt. J'ai envie de dire bassement matériel. Je m'étais engagé pour voir certaines choses être faites. Ces choses n'arrivaient pas. Mais je ne vais pas aussi loin que trahir des gens avec lesquels je me suis engagé. Mais est-ce que c'est pas une forme de trahison, une démission? Non, c'est lorsqu'on est plus... On dit qu'un homme d'État doit pouvoir supporter. Non, on doit être en accord aussi avec ses principes. Vous savez, la manipulation, ou le centre de la manipulation, c'est soi-même. Parce qu'on dit je me suis engagé lorsque les conditions de l'engagement changent et lorsque les valeurs qui ont fait que vous vous engagiez ne sont plus respectées ou ne sont plus au rendez-vous. Il faut aussi avoir le courage de dire bon, on faisait chemin ensemble pour tel principe. Mais vous auriez dû aider les Gabonais en donnant les raisons pour lesquelles vous avez démissionné. Non, ça aurait ouvert les yeux des Gabonais. D'après, tu as remarqué que par exemple, moi j'ai été vilipendé comme ayant détourné de l'argent. Je peux te montrer 50 000 preuves que c'est faux. Mais le problème, c'est que lorsque tu as attaqué sur les réseaux sociaux, en tant que professionnel, en tant que chef d'entreprise, il ne t'appartient pas de mettre sur la place publique des documents qui peuvent être relevés d'un serment ou de la confidentialité de ton poste ou de tes missions. J'ai été membre du gouvernement. Lorsque je ne suis plus en accord, je m'en vais, je me retire. Et quelqu'un disait un ministre, ça la ferme ou ça démissionne. Un politique français très célèbre. Donc j'ai choisi de partir, mais je ne vais pas aussi salir ce qui fait de moi un professionnel. J'ai pris des engagements, j'ai prêté serment. Je ne viendrai pas vous dire voilà pendant le Conseil des ministres voilà les choses qui me dérangeaient. C'est pas la nature de l'homme d'État que je suis. Conseiller spécial d'Ali Bongo, conseiller spécial d'Oligui Nguema. Quel est l'impact qu'a la population, les gens qui vous connaissent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous classent parmi les gens qui sont dans la transhumance? Non, ils ont au moins une certitude, c'est que lorsque ça ne va pas, je le leur dirai. Ils le verront dans mon attitude, ils le verront dans les actes que je vais poser. Et lorsqu'ils voient que je m'engage dès le premier jour, si vous regardez les premiers décrets de nomination, nos noms étaient déjà là. Mais je peux vous dire que le général, je l'ai vu une fois de ma vie avant ça. Et c'est le jour où je suis allé le voir pour lui dire justement mes intentions de quitter le pays parce que je ne pouvais plus tenir devant ce à quoi j'assistais. Donc, le fait aussi
qu'il m'appelle moi avec qui n'avait pas de rapport particulier avant le coup de libération montre bien qu'il n'était pas en train d'essayer de s'entourer de personnes avec qui il avait des affinités. Donc ça aussi, c'est un message que j'ai trouvé très, très intéressant parce qu'il a été insistant. Je vous dis bien, lorsque quelqu'un qui a pris le pouvoir vous appelle 3 fois. Oui, mais est-ce que ça veut dire que si c'était une autre personne qui avait fait le coup du 30 août, vous l'aurez toujours soutenu? Ce n'est pas sûr. Il y a aussi ce que la personne dégage, parce que lorsque vous regardez, l'une des raisons pour lesquelles pour lesquelles j'ai démissionné, c'est que je suis un fort caractère. Et donc, lorsque vous avez des forts caractères ou des personnes qui ont un vécu politique ou un vécu professionnel, le leader doit pouvoir manager toutes ces énergies. Et c'est ce qui me manquait dans l'ancienne équipe, si je peux donner 2-3 petits détails. C'est ça, c'est cette impression profonde qu'il y a un chef, qu'il y a un capitaine à bord du navire, et je n'avais pas cette impression. Donc j'observais un peu ce qui se faisait à la GR, ce que le candidat Brice Clotaire-Oligui faisait dans ses anciennes fonctions, et l'échange que nous avons eu m'a rassuré sur ce qu'il voulait, sur sa vision. Oui. Et lorsque vous regardez les premiers actes, vous connaissez un peu mon combat syndicaliste dans le secteur pétrolier. On connaît très bien votre combat syndicaliste, et voilà pourquoi les gens disent sur Internet que c'était vous, le bailleur de fonds numéro 1 de la diaspora. Non, des activistes de la diaspora. Non, je pense qu'ils m'ont assez, j'ai encore les marques, hein, si j'enlève le truc, tu vas voir les coups de poignard dans le dos. Je pense qu'ils m'ont assez bien servi pour que personne ne puisse imaginer que eux et moi avions une quelconque affinité. Mais lorsque l'on a discuté et que le président m'a dit pourquoi il avait besoin de moi à ses côtés, le reste suit. Assala, Tulo, Adax et ainsi de suite. Donc lorsque tu as combattu pendant quelques années pour avoir une certaine souveraineté dans les secteurs clés de ton pays, et que la première discussion avec quelqu'un te dit voilà moi ce que je veux et voilà pourquoi j'ai besoin de toi, est-ce qu'on a réellement, tu dis alléluia. Est-ce que le général a réellement, le candidat a réellement racheté Adax, Assala? Comment ça réellement? Ouais, mais les gens ont dit des trucs. Non, c'est une preuve d'achat qui a été présentée. Une promesse d'achat. Non, c'est pas une promesse d'achat. Ce qui se passe dans la stratégie, c'est que nous devions acheter à Salah. Le vendeur avait un prix et quelqu'un d'autre devait acheter. C'était Morel et Prom à l'époque, pour ne pas les citer. Et donc, dans la loi, il est dit que lorsque un champ pétrolier ou un CEPP change de main, l'État a le droit de préemption. C'est quoi un CEPP? Contrat de partage de production. D'accord. Donc, l'État a un droit de préemption en disant non, vous voulez vendre à Dafresh, mais moi, État, je suis intéressé, donc je suis... Qu'est-ce qui intéressait l'État dedans, dans Assala? Il y a beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Sur Assala, on peut parler 30 minutes, mais les quelques éléments essentiels, c'est d'abord le fait de dire que notre souveraineté passe par l'appropriation de nos ressources. C'est une phrase qui peut paraître bateau comme ça, que tout le monde balance sur les plateaux, mais il faut vous dire que lorsque vous regardez le secteur pétrolier, la richesse vient de la production, parce qu'on fixe le prix librement, mais également de l'écosystème en dessous. Les sociétés de prestation de services, les sociétés de contrat. Or, tant que les entreprises qui explorent sont aux mains d'intérêts étrangers et non nationaux, vous allez remarquer une musique similaire partout. Lorsque le PDG d'une entreprise pétrolière est français, les sous-traitants sont français. Lorsque ça devient anglais, les sous-traitants sont anglophones, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que ce n'est jamais forcément au mérite du sous-traitant, mais c'est aussi des façons pour eux de capitaliser, de récupérer le maximum de valeur ajoutée de notre secteur. Lorsqu'on rachète Assala, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a désormais la commande en main. C'est nous qui décidons de qui est le sous-traitant. D'accord. Qui est-ce qui va faire la restauration sur site? Quelle est la société qui va faire les crew change, amener le personnel sur les sites? Quelle est la société qui va faire la maintenance? Donc, vous avez la possibilité désormais de créer votre écosystème pétrolier, donc de tenir ce secteur en main. Le deuxième élément que les gens ne voient pas, c'est que lorsque vous essayez d'envoyer de l'argent à l'étranger et que vous avez des difficultés, c'est parce que vos réserves de change sont appauvries. Mais comment ça fonctionne? C'est que quelqu'un vend le pétrole en France,
ça passe du compte de l'acheteur vers le compte de celui qui a vendu et vous ne recevez pas l'équivalent en devise dans les comptes de la Banque centrale au Gabon. J'essaie de simplifier. Donc, à chaque fois que vous faites un virement vers l'extérieur, vous puisez les ressources de la Banque centrale sans jamais les remplir avec les produits de la commercialisation. Donc, vous avez déjà ce deuxième avantage. L'autre avantage, c'est le prix. On vend, par exemple, 80 millions de barils par an au Gabon. Si à chaque fois que vous bougez le prix $1, c'est 80 millions de dollars. À chaque fois. Mais comment est-ce qu'on fixe le prix du baril de pétrole? C'est qu'on dit, Tartampion et Fils a vendu 100 barils à $100, ça fait $1000, d'accord? Et l'État a vendu $10 à $200. Vous ajoutez les deux, ça vous fait $1200 que vous divisez par 120. Tu vas voir que le prix est tiré par celui qui a les plus gros volumes en main, puisque c'est une moyenne arithmétique. Donc, plus l'État monte en volume commercialisé par lui, et plus l'État a la réalité du marché. Parce que nous, on va dire, on a vendu 100 000 barils sur le marché, ils étaient à 150, pas à 120, pas à 130. Et lorsqu'on va faire la moyenne arithmétique, l'État va commencer à tirer le prix du pétrole vers la réalité que le marché... L'État gabonais rachète à Salah alors qu'on connaît la gestion calamiteuse de l'État gabonais sur beaucoup d'entreprises qui ont fermé. On ne va pas revenir dessus, on va prendre peut-être une semaine à les citer. Est-ce qu'on a confiance cette fois-ci que les choses vont se faire dans une orthodoxie avérée? Mais tu as eu la réponse dans ta première question, Dafresh. C'est... J'ai même envie de dire, ça peut être choquant. Je pense qu'aucun État ne se construit sans hommes forts à leur tête. Et donc, ce que je disais, c'est qu'on avait un problème de leadership. Oui. Ce n'est pas, je dis, tu peux avoir. Le PSGE, c'est... J'ai été séduit par le PSGE, pour revenir sur la différence. Moi, j'ai été séduit, je pense que nous tous, quand tu voyais ce qui était écrit, malheureusement, le leadership n'était pas au rendez-vous pour matérialiser cette vision qui était toute noble. Donc, l'idée aussi, c'est que même dans la gestion que nous allons faire des nouvelles entités, ce sera toujours le leadership à la tête du pays qui va décider si, au lieu que l'argent du pétrole aille dans les caisses de l'État, on va faire des petits montages. C'est toujours le leadership qui fixe le cap. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, la différence fondamentale, c'est que les gens disent le candidat est parti de l'armée pour le civil, mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'a pas laissé les valeurs et les caractéristiques de l'homme militaire en chemin. Vous avez une garantie voilà, sur il ça? Est passé. Je dis, tu es homme de radio depuis l'université. Oui. En dormant, tu as un micro sous les yeux. Je suis sûr que tu vois cette salle quand tu te réveilles le matin, quand tu fais tes rêves, cette salle, et puis comment tu vas voir les choses. Donc, quand tu as fait quelque chose pendant 10, 20, 30 ans, ça devient presque une seconde nature. Donc, on peut lui avoir mis les vêtements civils. En dessous, c'est toujours les valeurs, les principes, le patriotisme. Avant de mettre les vêtements civils, il s'est d'abord assuré de concentrer tous les pouvoirs sur lui, en enlevant un premier ministre. C'est ce qu'on dit souvent, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je vois une concentration de responsabilité. On a trop souffert dans le pays de présidents qui, à chaque fois, qu'ils échouaient dans leur mission, remaniaient le gouvernement. On mettait un premier ministre à la vindicte populaire, c'est un incompétent, le gouvernement ne fait rien. Donc les gens voient la partie concentration de pouvoir, moi je vois la partie concentration de responsabilité et de reddition des comptes vis-à-vis des populations. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de tampons. Qui était le premier ministre pour dire oui, si les choses ne marchent pas, c'est parce que le gouvernement est nul, on tape sur le gouvernement à la télé, et puis les gens se disent oui, le président n'a rien fait. Tu te souviens de la formule, oui, le président est bon, ce sont les hommes autour qui sont mauvais. Est-ce que c'est pas dangereux de laisser autant de pouvoir à une seule personne? Quand on sait que Montesquieu a dit le pouvoir en fou, et le pouvoir mais absolu. Le pouvoir d'un homme, comme vous allez voir, le pouvoir d'un homme d'État, ce sont les institutions qui contrôlent ce qu'il peut ou ne pas faire. C'est pour ça que la première mission du président de la transition de l'époque était de dire je vais réformer les institutions. Et si vous regardez dans le programme de société, la gouvernance des institutions est inscrite en grand dans les six axes principaux. C'est pour dire que la personne s'assoit et se dit rien que l'idée même qui vous dise je ne veux pas qu'un fils puisse succéder à son père. Et qu'il décide que changer
le mode électoral en disant je veux modifier le nombre de mandats est un crime de haute trahison. Je vous ai dit, il est passé de général à civil, mais les valeurs du militaire sont toujours là. Donc quand vous voyez un ancien militaire qui a été mis à disposition de la vie civile, vous dire que changer cet élément de la Constitution est un crime de haute trahison, il pèse le sens de ces mots, il pèse ces mots. Donc il sait ce qu'il vous dit, c'est que je m'interdis formellement de le faire. Et c'est ça qui nous séduit. C'est cette partie qui nous séduit, que la personne elle-même commence à se mettre des verrous. Avant même qu'il n'ait exercé le pouvoir, il a déjà encadré son fonctionnement autour d'institutions fortes. Alors, s'il ne s'était pas présenté, quelle institution à restaurer vous aurez pu citer à ce moment? S'il ne s'était Au lundi pas... 31 mars 2025, si le président ne s'était pas présenté aux élections présidentielles, au lundi 31 mars 2025, quelles sont les institutions à restaurer que vous auriez pu citer? La première des institutions, c'est le président de la République. Je pense que le message aurait été le même de dire que vous avez quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui ne se présente pas. Parce que ce que les Gabonais avaient l'habitude de voir, c'est justement des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir, s'accrocher au pouvoir. Il y a un élément que les gens ne voient pas, ou que dont les gens ne parlent pas assez, c'est que quand ils parlent de restaurer les institutions, ils insistent quand même sur l'homme, sur ce qu'on transmet à l'homme, sur les valeurs des gens, sur les valeurs des individus. Oui. Donc je pense que la première des institutions qu'on aurait réussi à changer, c'est quand même l'homme en tant que Gabonais, le citoyen gabonais. Le candidat Brice Cotero Lenguema a mis un mouvement en marche qui s'appelle le mouvement des bâtisseurs. Et le candidat Béli Binze a dit qu'il n'a rien vu de route bâtie. Alain Claude, c'est un aîné. Il sait tout le respect que j'ai pour lui, mais et pour ça avait son intelligence. Mais je pense qu'il s'est trompé de temps en conjuguant son verbe. C'est-à-dire? Il a dit qu'il ne voit pas. Je pense qu'il voulait dire qu'il n'a jamais vu. Parce que quand il était Premier ministre, s'il ne les a pas arrangés, c'est qu'il ne les voyait déjà pas. Donc il est resté dans sa logique. Oh. Alors, on a beaucoup qui s'interrogent sur la place que prend l'armée dans la vie politique du pays. Si M. Oligui, en tant que militaire, est-ce qu'il envisage de limiter le rôle de l'armée dans la gestion de l'État après l'élection? Là encore, la question, je comprends ce qu'on veut dire, mais poser comme ça, la seule réponse possible, c'est qu'il ne peut pas le faire parce que il nous a dit que désormais, c'est pas le chef, c'est pas, il s'appelle Brice. L'autre, c'était Bruce Tout-Puissant. C'est pas... et donc, lui, c'est pas Bruce Tout-Puissant, c'est Brice. Et ça veut dire que chaque chose qu'il faudra réformer ou chaque direction, ce sera toujours quelque chose d'inclusif. Oui. On va toujours s'asseoir avec les Gabonais pour dire où est-ce qu'on veut aller avec ceci, où est-ce qu'on veut aller avec cela. Est-ce qu'il s'est assis avec les Gabonais pour acheter un bateau pour donner le courant alors que les gens disent que le même montant qu'on paye à ce bateau, donc Car Powership, pouvait restaurer ou bien restructurer la SCG? Alors, j'ai plusieurs façons de répondre à cette question. Je vais essayer d'être toujours dans mon style habituel. Moi, lorsque quelqu'un se noie, la première corde que je vois, je la lui envoie. Je suis pas en train de dire oui, non, mais l'énergie que tu mets là, tu aurais pu d'abord courir à gauche, à droite. C'est facile avec des on peut, on aurait pu, on pourrait. Le fait est, au moment où, quand vous voyez des gens dans les hôpitaux, à tort ou à raison, en train de se plaindre, quand vous voyez les gens dans les domiciles, en train de se plaindre qu'une femme seule avec des enfants est dans l'obscurité, à 2 heures du matin, il y a une vraie urgence qu'il faut régler. Et je pense qu'il n'y a pas de sacrifice trop important pour le bien-être de nos compatriotes. La solution Car Powership est une solution provisoire,
elle est temporaire. Et l'idée derrière cette solution, c'est de d'abord parer au plus pressé, le temps que les constructions de centrales et les constructions de barrages hydroélectriques et la réparation de certains équipements de la SCG soient effectuées. Vous avez une période de 9 à 12 mois qu'il faut gérer, et donc on a décidé de la gérer avec une solution qui, comme vous remarquez aujourd'hui, on n'en parle toujours pas. On parle que des trains qui n'arrivent pas ou qui arrivent en retard. Mais c'est comme ça qu'il constitue l'actualité en général. Oui, d'accord, mais il faut aussi accepter que... On ne parle pas aussi de l'impact environnemental d'une telle initiative. Je vais revenir dessus. Il faut aussi accepter que depuis la connexion avec Car Powership, notre vie est un peu plus confortable. Les délestages sont moins nombreux, ils sont moins longs, ils sont dans moins de zones, on n'est pas encore arrivé. Mais là où je voudrais insister, c'est de dire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de régler en un an des problèmes qui ne sont pas de son fait, ou ce n'est pas son héritage. On règle les problèmes au fur et à mesure, on les règle avec les solutions d'urgence. Et sur la partie impact environnemental, je vais te donner 2 éléments qui pour moi sont importants. Le premier, c'est que, par exemple, lorsque tu regardes les déchets, l'État a refusé de confier cette partie aux prestataires Car Powership, parce qu'on veut s'assurer que ce soit fait de façon à mieux protéger les intérêts de la République. Donc, c'est la SEG qui est, par exemple, chargée du contrôle des déchets et de l'évacuation des déchets, et ainsi de suite. Mais le deuxième aspect, c'est que d'Afresh, on est tous Gabonais. Les questions environnementales sont très importantes. C'est pas le sujet. Mais le Gabonais va toujours vous demander, la ligne se trace où entre l'environnement et le bien-être du citoyen. La ligne de démarcation entre protéger les populations d'éléphants et le saccage des plantations des populations. Ouais, ça c'est une bonne question, ça. Donc c'est toujours lorsque le Gabonais, la vie du Gabonais est menacée, oui, il y aura des choses que l'on va faire qui pourraient être à la limite de nos engagements environnementaux, mais au finish, tout ce qu'on fait, c'est pour eux. Tout ce qu'on fait, c'est pour la population. Donc, l'un des cris de détresse des Gabonais entendus par le président, c'est également de dire, à un moment, quelqu'un m'a dit, au Kondia, les éléphants viendront voter pour vous. Donc, faut pas aussi qu'on pousse les questions environnementales au-delà du bien-être de nos compatriotes. Sinon, on n'est plus là pour servir les intérêts des citoyens. Et comment le partenariat va influencer le secteur énergétique? Je parle en termes de coûts, en termes d'emplois locaux, ou encore en termes de transfert de compétences. Je pense qu'il faut pas regarder Car Powership comme quelque chose qui va s'installer. Et donc, l'idée de transfert de compétences dans ce secteur, je serais prudent parce que c'est, comme je disais au début, une solution que l'on veut temporaire. Parce que c'est pas une solution donnée. Elle a un coût important. Mais comme j'ai presque envie de dire, rien n'est trop beau pour la sécurité et le confort des Gabonais. 2, parce que si on entre dans, vous allez voir qu'Agreco, qui est celui qui nous fournit l'électricité aujourd'hui, est arrivé il y a 22 ans. Ils étaient arrivés pour une mission ponctuelle, on avait besoin de petits mégawatts. 22 ans plus tard, ils sont là parce que on a commencé à vouloir en faire une solution définitive. Donc, est-ce que Car Powership sera l'idée, c'est pour ça que je dis que l'idée de Car Powership, où on refuse d'aller dans les notions de transfert de compétences, c'est comme si on disait qu'ils étaient en train de s'installer pour de bon. C'est une solution temporaire. Les solutions qu'il y a auprès de la SCG, c'est qu'on a 80 mégawatts d'installation en panne. Donc, pendant qu'on opère sur Car Powership, on va réparer ces équipements-là qui vont nous ramener 80 mégawatts. On a Kingele Aval qui va nous ramener 30 à 40 mégawatts. On a le barrage que le patron, le candidat a annoncé en construction, le barrage hydroélectrique de Boué, qui va nous amener, si on est minimaliste, 400, si on est au top de ce qu'on veut, 700 mégawatts, interconnecté avec le Cameroun et la Guinée. Donc, c'est de ce côté qu'on doit se concentrer et non sur ce qui est censé être un pansement pour une situation passagère. Le candidat Brice Oligui a restructuré la cité de la démocratie et les gens trouvent qu'il y avait des priorités par rapport à investir tout cet argent dans la cité de la démocratie. Les établissements n'ont pas d'eau. Les enfants ne sont pas correctement transportés. Il y a encore des routes qui ne sont pas réparées ou bien qui ne sont pas tout à fait construites. Mais les gens ont beaucoup de problèmes au quotidien. Oui, à ça, je vais te répondre en te disant, c'est comme si tu disais aux artistes que bon, le rap, la chanson, c'est pas une priorité.
l'État, c'est un ensemble de choses. L'État, c'est tous ces compartiments. Et l'homme d'État, le chef, c'est celui qui arrive à gérer toutes ces priorités en même temps. On ne va pas dire qu'on va privilégier la musique et pas la télévision. Donc on est vraiment dans ces symboles. L'autre élément qu'il faut regarder, c'est que une nation se construit autour de symboles, autour de choses fortes qui réunissent les gens. Et vous voyez quel symbole là? Et j'ai peut-être la naïveté mélancolique de dire que la cité-démocratie a été un centre de positionnement du Gabon dans la sous-région. C'est là où les conférences se faisaient, là où les chefs d'État venaient. Et cette place que le Gabon a perdue, la symbolique aussi dans l'énergie et la diplomatie agissante du président Brice Clotaire Oligui Nguema a été toujours de replacer le Gabon au centre. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que si vous qui êtes dans les médias, sur les réseaux sociaux, le Gabon est devenu la risée de tout le monde dans la sous-région. Donc, il faut regarder la symbolique derrière de rayonnement du pays dans la sous-région. Vous voyez bien, on va attendre de grandes conférences. On a envie de recevoir l'Afrique ici comme ça, comme c'était notre ADN a été toujours ça. Petit pays, mais avec un impact diplomatique affirmé. Lorsqu'on est petit, lorsqu'un État est petit, il doit réussir à serrer la main de tout le monde autour de lui. On doit miser sur l'intelligence, sur l'innovation, sur la technologie. Vous sentez qu'on mise sur ça quand vous regardez notre pays depuis 19 mois? Bon. Qu'est-ce que c'est? C'est bon ou c'est pas bon? C'est ma carte d'identité nationale. C'est bon ou c'est pas bon? Non, mais il faut me répondre. Vous posez... Non, mais c'est vous qui devez me répondre. Non, je demande si c'est bon ou c'est pas bon. C'est bon, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ça faisait quasiment 10 ans que j'essayais d'obtenir ma carte d'identité nationale. Sur l'ancien format, où tu allais au CEDOC, tu faisais la queue sous le soleil, tu remplissais des formulaires. J'étais dans mon bureau quand j'ai fait ça. Donc, quand le président parle de digitalisation, de numérique, d'amener une administration plus moderne, plus dynamique, et donc rendre l'administration prévisible, on a un exemple simple. Mais ce petit bout de pièces, de carton, de plastique, intègre en lui seul tout ce que le président veut faire. C'est redonner au Gabon son identité. Redonner aux Gabonais leur identité. Qui sommes-nous? C'est pas tout le monde qui peut avoir un passeport parce qu'on va vous demander les ordres de mission pour établir. Donc, quand tu es Gabonais et que tu te balades et lorsqu'on te dit ta pièce d'identité et puis tu vas essayer de toucher de l'argent avec un permis de conduire ou avec des récépissés, ce sont des petites choses que l'on néglige, mais qui vous disent qui vous êtes et ce que votre pays fait de bien ou de mal. Donc là, je t'ai répondu sur 2 points. L'identité et la digitalisation, le numérique. Alors, le président appelle à l'unité, y compris avec ceux qui ne partagent pas sa vision. Concrètement, il prévoit de faire quoi en rapport avec une opposition qui est divisée et une population assez méfiante? Il a dit à Kango que le perdant doit appeler le gagnant. Est-ce que le perdant a son numéro de téléphone? Au-delà du perdant qui appelle le gagnant, moi je ramène toujours tout à des choses que je connais. En 99, mon club de cœur, Manchester United, je dis ça 2 ou 3 fois déjà, gagne la Ligue des Champions. La Coupe d'Angleterre et le championnat anglais, triplé historique. Les 2 attaquants vedettes de Manchester United, Teddy Sheringham et Andy Cole, ne s'adressaient pas la parole. Pourtant, ils ont joué dans la même équipe. Donc, ce que je dis, mais la différence, c'est le coach. C'est celui qui menait l'équipe, qui arrivait à faire travailler des personnes qui ne se parlaient pas. C'est même pas, il n'y avait pas bonjour, il n'y avait rien du tout. Donc, je pense que ce qu'on doit regarder, c'est que notre pays a besoin de ses talents. Et lorsqu'on dit que le leadership n'était pas au rendez-vous avant, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que je vous ai dit, par exemple, sur mon cas, je parle de choses que je connais, il y a des gens avec lesquels, comme on dit chez moi au village, on ne peut pas mettre un paquet au feu, il va cuire. Il y a des gens que je ne peux pas blairer, je peux pas les regarder en face parce que je sais ce qu'ils m'ont fait. Mais aujourd'hui, il y a un monsieur
Brice Clotaire, Oligui Nguema, qui arrive à faire en sorte que je puisse travailler avec eux. Donc ce que je dis, c'est que c'est le leader qui inspire ça, c'est le leader qui fait que, parce que le rêve et la vision sont là et les gens, et il arrive à conquérir les cœurs et les esprits des gens autour de lui, et bien ça rend plus facile la tâche de travailler avec des gens, parce qu'on sait que désormais, ils seront tenus de faire mieux que ce qu'ils faisaient avant. Et l'autre souci que vous avez, c'est que je pense que cette inclusivité, le président l'incarne lui-même. Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi j'ai accepté. J'ai accepté de le rejoindre parce que je suis au Bamba. Je vais m'expliquer. Lorsque vous voyez un régime s'effondrer, comme le régime ancien, la crainte pour nous, les Altogovéens, c'était d'être passés à la machette. D'accord? Donc, au-delà de la transition, restauration des institutions... Quoi, vous étiez à ce point-là? Oui, nous, c'est ce que les gens ressentent. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas fondé, mais les gens se disent, on va même couper le Haut-Togo du Gabon, on va vivre en paria. Et donc là, vous avez quelqu'un, traditionnellement, mais justement d'Afrique, on est de deux groupes ethniques qui aiment bien se tirer dessus. Mais regarde comment Dieu fait les choses. Le président a un père fan, d'accord? Les fans vont le revendiquer de par la tradition que c'est notre enfant, n'est-ce pas? Sa mère est du Haut-Togo où on est matrilinéaire, les Altogoviens vont le revendiquer comme étant le leur. Donc il n'y a pas de guerre pour dire non, c'est le nôtre. Tout le monde, attends, laisse-moi finir. Et les Pounou qui sont à côté. Mais madame, il a épousé une Zébi. Tu vois? Donc, si tu regardes ça, tu te dis, Dieu a aligné les astres pour dire que un pays, et je veux parler de ça vraiment sérieusement, un pays qui est au bord peut-être du chaos, de la guerre civile, de gens qui se tabassent, a un homme, j'ai envie de dire, Providence, où il est d'un côté du Haut-Togo et de l'autre, il a épousé une Zébi. Les principaux acteurs de la politique gabonaise se reconnaissent en lui. Donc, on a au moins une certitude, c'est que plus personne ne peut taper personne. Parce que chacun de nous va se reconnaître derrière un leader. Si on repart dans les choses bassement... c'est pas forcément des choses basses. Au meeting d'ouverture, il amène un toutou méman. Un vieux cacique du PDG qui a participé à plomber le pays. Pourquoi il vient faire son discours là? Pourquoi on lui donne la parole, lui? L'inclusivité. C'est ça. Au-delà de l'inclusivité, le président cite toujours les pères fondateurs de notre nation. Toutou-Méman, c'est un père fondateur. C'est fini, je n'ai pas dit que Toutou-Méman. J'ai dit le président cite toujours les pères fondateurs. Et quand tu construis un village, pour nous les villageois, tu dis des choses. Tu vas dire, dans mon village, les gens ne voleront pas. Et ça poursuit ton village sur des générations. Celui qui vole, il trouve malheur en chemin. Tu vas dire, les femmes de mon village n'épouseront pas les femmes de tel village. Nos pères fondateurs ont dit, le Gabon, c'est un pays de paix, de dialogue, n'est-ce pas? C'est un pays où la géopolitique doit être ça, mais c'est aussi un pays où nos compétences sociales et traditionnelles sont à respecter. Donc, oui, il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais j'ai envie de dire, nous tous. Mais il faut qu'il écoute le peuple. Le peuple, il a capté la réaction de la population. D'accord, mais je vais te poser une question. Non, c'est pas vous qui posez les questions. Non, mais c'est une question, c'est pas pour que tu répondes. Non. J'ai dit, je vais poser une question. Je vais rester à l'Écorie, chez moi. À l'Écorie, j'ai 500 électeurs. Tous les 500 étaient des PDGistes. Pourquoi on ne veut reconnaître que les erreurs du leadership du PDG et pas de la base? C'est la base qui votait, n'est-ce pas? C'est la base qui venait au meeting et acclamait les mêmes personnes année après année, même quand elles ne faisaient pas ce qu'elles attendaient. Donc, cette responsabilité, elle est collective. On ne peut pas tirer quelqu'un en disant le PDG, c'était juste Arnaud Nganji. Nous étions tous au PDG. Je venais tous les jours dans les mêmes meetings à l'Écorie, dire les mêmes choses aux mêmes populations. 5 ans après, j'étais toujours élu, par exemple. Donc, chacun de nous doit aussi se regarder, faire son introspection et dire, c'est nous qui avons accepté ça. À l'époque, on parlait même, je vais le dire, mais je voyais des gens qui venaient au meeting et on nous disait, oui, on a eu juste un poisson, un sac de riz, un t-shirt. Mais tu vois les gens se battre dans les meetings pour des t-shirts.
J'ai été à un meeting où on a parlé des routes, de la santé, et ainsi de suite. Les gens applaudissaient comme ça. Dès qu'on a posé un carton de gadget sur la table, tout le monde s'est affolé. Donc je dis, c'est aussi les réalités que les gens doivent regarder en face en se disant... Que vous les avez habitués à ça aussi. Mais justement, ça veut dire que nous tous, nous devons changer de façon collective. Nous ne pouvons pas juste dire qu'on va zigouiller la tête. Moi, j'ai vu des gens, il y a un conte chez nous qui dit que des enfants ont pris le pouvoir dans un village. Hein? Vous connaissez ça? Et ils ont tué tous les anciens, et puis un qui allait cacher son vieux dans la forêt. Et après, ils ont fait les habits des chefs, là, en peau de bête, mais ils ont oublié que ça sèche à un moment ou à un autre. Donc, ils ont juste mis les peaux de bête. Et puis, à un moment, ils ont commencé à s'étouffer. Et c'est le petit qui avait laissé son vieux, je résume l'histoire, qui allait le chercher pour dire, on a un problème au village là-bas. Et le vieux leur a dit, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Donc, on ne va pas perdre cette sagesse-là par arrogance. On ne va pas perdre cette sagesse-là parce qu'on veut montrer que tous ces vieux-là ne servent plus à rien. Non, il y a une sagesse, il y a une vraie Bible. Et j'ai même envie de dire, parce qu'ils ont commis tellement d'erreurs, ils sont peut-être les mieux indiqués pour nous dire attention. C'est pour ça là que le peuple a failli nous taper hier. Attention, c'est pour ça que ces populations-là se sont fâchées avec nous, donc ne commettez plus les mêmes erreurs que nous. Les garder là ne signifie pas qu'ils vont forcément influencer tout ce que le président va dire, mais il y a toujours ces conseils, il y a toujours cette sagesse villageoise qui est la nôtre, qui nous anime, et c'est ça notre identité. Alors, depuis la transition, on observe un repositionnement des figures politiques gabonaises. Quel est le véritable poids du PDG dans cette nouvelle dynamique? Vous, en tant qu'ancien PDG? Je préfère ne pas parler du poids du PDG. Vous leur poserez la question quand vous les verrez. Mais je ne vois pas le PDG autour du président de la République. C'est pour ça que je dis, il faut... Mais c'est là où nous devons... C'est là où nous devons faire le distinguo entre le PDG, le parti, l'institution et les hommes que vous pouvez voir et assimiler. Moi, ce que je dis, c'est que le PDG va vivre sa vie. J'ai démissionné du PDG et j'aimerais ne pas parler de... Ils sont omniprésents. D'accord, c'est vous qui le dites. Moi, non, tout c'est pas moi qui le dis. Nous sommes des observateurs. Mais je répète, je dis, ok, ils sont omniprésents dans l'opposition comme ils sont omniprésents autour du président. Citez-moi quelqu'un, donnez-moi un nom. Le PDGiste celui qui n'est pas PDGiste que vous aimeriez voir, c'est qui? Moi, je sais pas. Je ne sais pas comment au Gabon, après 60 ans d'un régime où il fallait, j'ai dit, on parle du régime où, lorsque ta femme n'allait pas aux répétitions de Kunabeli ou de Misema, tu étais viré de ton poste. Donc, chacun d'entre nous, chacun de ces vieux-là a été encarté quasiment de force. Donc, je dis, après 60 ans de PDG, vouloir faire l'insulte intellectuelle de dire qu'on va trier des gens qui n'ont jamais été au PDG au Gabon, allez-y. Allez chercher vos aiguilles dans des bonnes modes de foin. Quel est le mot d'ordre? Mais je dis, je vous invite vraiment à faire le travail. Lorsque vous trouvez quelqu'un qui n'a pas eu la carte du parti, vous m'appelez. D'accord. Quel est le mot d'ordre pour les populations pour le 12 avril 2025? Vous, le porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Quel est le mot? Moi, je suis un villageois. Chez moi, quand on dit, quand la nourriture est bonne, on ajoute le manioc. Hein? C'est bon. Ajoutons le manioc. Merci, monsieur Arnaud Calixte Nganji qui est avec nous. Je rappelle qu'il est porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et pendant cette campagne électorale présidentielle, nous aurons l'occasion de recevoir d'autres candidats. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et votez pour Brice Clotaire Oligui Nguema, à tous nos auditeurs. Hein. Je mets à ta place là 2 minutes. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.